Il est 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Le 1er juin 2020 pourrait être la date de reprise des cours dans les établissements scolaires et universitaires au Cameroun. C'est ce qui ressort de la vidéoconférence tenue ce jeudi à Yaoundé sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Et puis, affaire survie Cameroun, le trésorier national du MRC, Alain Foguet, a été entendu ce jeudi à la sous-direction des enquêtes économiques et financières de la police judiciaire, entendu pour son implication dans la levée de fonds en vue de participer à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Vous entendrez dans ce journal Maître Emmanuel Sim, avocat. Il est aussi l'un des vice-présidents du MRC. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le 1er juin 2020 pourrait être la date de reprise des cours dans les établissements scolaires et universitaires du Cameroun. C'est ce qui ressort de la vidéoconférence tenue ce jeudi à Yaoundé sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Les réajustements portés à ce calendrier auraient également reçu l'aval du chef de l'État, Paul Biya. D'autres questions, comme le rapatriement des compatriotes jusqu'ici bloqués à l'étranger, ont également été abordés. Lutte contre le coronavirus, le gouvernement camerounais donne des précisions sur les 19 mesures communiquées le 30 avril dernier au cours d'une conférence de presse organisée hier à Yaoundé avec ses collègues des Finances et de la Santé publique. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a une nouvelle fois invité les Camerounais au respect strict des mesures barrières édictées pour barrer la voie au coronavirus au Cameroun. On fait le point avec Olivier Bouzik. La crise du coronavirus continue de préoccuper au sommet de l'État. Au-delà du plan sanitaire, l'économie nationale en a pris un sérieux coup. L'on note un ralentissement général des activités en raison de la baisse des échanges internationaux avec un impact direct sur l'emploi et le revenu des ménages, déplore le gouvernement camerounais. C'est donc pour tenir compte de cette situation préoccupante que le chef de l'État a prescrit des mesures d'assouplissement à caractère socio-économique devant, pour l'essentiel, contribuer à la résilience de nos entreprises et, par ricochet, à la sauvegarde de l'architecture économique nationale. Des mesures d'assouplissement que les acteurs, tant du secteur formel que de l'informel, ont certes saluées, mais considèrent insuffisantes pour véritablement soutenir leurs activités. Il n'y a pas d'une part un trésor public qui est tout à fait à l'aise, qui se comporte bien, face à des entreprises privées qui ont connu des problèmes. Non. Il s'agit d'une situation qui affecte tout le monde, y compris l'État. Première projection que nous avons faite laisse comprendre que nous aurons perdu en termes de recettes à cause de la crise à peu près 800 milliards de francs CFA. La grande partie de cette recette perdue a été injectée dans la prise en charge des patients du coronavirus. Mais le gouvernement craint des pertes supplémentaires, bien plus un impact sur les salaires des agents de l'État. La solution est d'endiguer la pandémie. Pour ce faire, le gouvernement pense être sur la bonne piste. Nous avons ouvert une brèche sur la recherche opérationnelle autour du Covid et je pensais que toutes les initiatives, n'est-ce pas, dans ce sens-là, pourraient rentrer dans cette recherche opérationnelle qui sont systématiquement accompagnées pour pouvoir optimiser, n'est-ce pas, les richesses de nos plantes. En attendant l'issue des recherches, les autorités recommandent le respect des mesures barrières. Le coronavirus n'est pas encore vaincu. S'agissant, à titre d'exemple, des lieux de loisirs, tels que les débits de boissons et les restaurants, le gouvernement en appelle à la responsabilité des promoteurs, des tenanciers et des restaurateurs pour aider à faire respecter les gestes et les mesures barrières préconisées. À ce jour, le Cameroun enregistre 2800 cas détectés, dont 1543 guéris, 1121 actifs et 136 décès dus au coronavirus. La crise du coronavirus continue de préoccuper au sommet de l'État, au-delà du...
Affaire survie Cameroun, le trésorier national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Alain Fogué, est entendu ce jeudi à la sous-direction des enquêtes économiques et financières de la police judiciaire, entendu pour son implication dans la levée de fonds en vue de participer à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. 3 accusations ont été retenues contre lui par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Fondi, à savoir escroquerie du peuple camerounais, suspicion de blanchiment de capitaux et financement de la résistance aux institutions de la République. Christian Benaïkoka, proche du MRC et de son leader, est également attendu à la PJ dès demain. Mais avant, je vous propose d'écouter Maître Emmanuel Sim. C'est un avocat, justement, l'avocat du trésorier, du trésorier national du MRC, Alain Fogué, dans cette affaire. C'est qu'on apprend tous les jours, Olivier Guinézac. On apprend tous les jours. On nous a déroulé au cours de cette enquête des infractions qui n'existent nulle part dans le code pénal, notamment l'escroquerie à un peuple. Je n'ai jamais entendu ça avant. Et le financement de la résistance. On a demandé à nos enquêteurs de nous dire à quoi tout cela renvoie dans le code pénal. Juste à la fin, on n'a pas pu avoir l'infraction visée par ce que nous avons entendu. Le plus important, c'est que nous faisons une action humanitaire, elle est purement humanitaire et nous allons continuer à faire l'action humanitaire. On n'a tué personne, on n'a rien volé, on n'a commis aucun crime que la loi réprime et je pense que c'est pour ça que notre client est rentré absolument libre et n'a pas été gardé à vue. Et puis l'Union des populations du Cameroun appelle les séparatistes à déposer les armes. Tout à côté, l'UPC déplore l'assassinat des autorités camerounaises dans le nord-ouest et le sud-ouest et elle appelle les populations camerounaises à soutenir le gouvernement de la République dans les actions qu'il mène contre le coronavirus. C'était au cours d'une conférence de presse organisée ce jour à Yaoundé. Je vous propose d'écouter le sieur Bapodlipot. L'UPC exhorte le gouvernement à maintenir cette action inscrite dans les mesures prises pour protéger nos populations, maintenir cette action jusqu'à l'éradication totale du Covid-19 au Cameroun. L'UPC condamne avec la dernière énergie l'assassinat des autorités par les groupes sécessionnistes, notamment Prisley Odion, maire de Manfi. Invite par conséquent tous les groupes sécessionnistes à déposer leurs armes et à profiter des mesures issues du grand dialogue national pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'UPC saisit cette occasion pour inviter le peuple camerounais à redoubler de vigilance pour faire face aux multiples tentatives de déstabilisation du Cameroun et à se mobiliser pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans le cadre de cette guerre contre les groupes sécessionnistes et leurs mandataires internationaux. L'UPC invite le secrétaire général Robert Bapodlipot à engager auprès de l'allié, le RDPC, toutes les actions susceptibles de faire bénéficier à l'Union des populations du Cameroun ses droits issus des accords prescrits dans l'alliance UPC-RDPC. Et puis, suite à la note du ministre de la Santé publique hier, qui revenait justement sur les actions menées à la polyclinique Marie-O, les portes de cette polyclinique ont été scellées ce jour par le préfet du Vouri. Il est reproché à ce centre la prise en charge onéreuse des patients atteints du Covid-19. Inès Pangan. Fin de parcours pour la polyclinique Marie-O à Douala. La présence des scellés sur les différentes portes d'entrée met un stop aux activités de cet établissement hospitalier. Désormais, la clinique elle est scellée, donc ça veut dire qu'elle est fermée
telles que les instructions ont été données. Et nous attendons d'autres instructions contraires. Le responsable, présent dans la suite du préfet du Vouri chargé de la matérialisation de cette décision ministérielle, se dit plutôt serein. Je n'en veux à personne. L'autorité de tutelle, le ministre de la Santé, a pris un acte. Il a demandé à monsieur le préfet du Vouri de fermer la polyclinique Marie-O pour des faits qui lui sont supposément attribués. Républicain, je ne m'oppose pas à la décision de l'autorité et j'accepte. Le scandale ayant suivi le décès d'un septuagénaire le 11 mai dernier a eu raison de ce centre hospitalier. Déclaré infecté de Covid-19, alors que les membres de la famille évoquaient un accident vasculaire cérébral, les images de la famille réclamant la dépouille de leurs proches ont fait le tour des réseaux sociaux. À grand bruit, face à la résistance du personnel médical, la dépouille a été embarquée dans un taxi réquisitionné à cet effet avant d'être rattrapée plus tard par les forces de l'ordre. Mais dans cette affaire, c'est beaucoup plus la prise en charge onéreuse des patients Covid-19 qui est à l'origine de la décision de fermeture du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Les factures présentes sur les réseaux sociaux font état de montants à 6 chiffres. Ce 14 mai 2020, à la fermeture de ce centre, parmi les curieux, les membres de la famille du patient décédé le 25 avril, un cas qui avait déjà attiré l'attention des médias et du ministre de la Santé publique. On a vu que la respiration n'était pas bonne. On dit qu'on cherche, je ne sais pas le mot, mais manque l'oxygène, que c'est lui qui a ça ici. On porte l'enfant, on vient ici, c'était autour de 9h, 10h comme ça, on reste là. Il demande 500 000. Ces enfants ont fait tout pour donner les 500 000. Ils ont donné les 500 000. On reste là, il dit qu'il faut encore 1 million, on a donné 1 million de francs. Ça veut dire que par nuit, c'est 500 000. À ces derniers, le personnel médical incriminé, médecin spécialisé en gastro-entérologie, dit comprendre leur douleur et leur attitude. Parce que c'est une épidémie qui rend fou. Je comprends les familles des malades qui ont un père qui meurt à 8 h et on doit l'enterrer à 14 h en Dokbassi ou à Nilon. Mais en même temps, l'État est obligé de protéger la santé de tout le monde. Et quand on connaît nos habitudes face au deuil, tout le monde va tomber sur le corps. Les employés présents sont en pleurs, inquiets sur l'avenir de la polyclinique et de leur emploi dans cet établissement. Ne pleure pas. S'adressant à eux, le directeur se veut rassurant. Vous êtes mes enfants, vous devez vous protéger. Vos emplois ne sont pas menacés. On n'a pas fermé définitivement la polyclinique Marie-O. On a dit de manière suspensive, on a posé des questions, j'ai rapporté, j'ai donné toutes les réponses, j'ai utilisé les voies de recours, c'est-à-dire j'ai fait un recours gracieux auprès du ministre de la Santé publique. Son inspecteur général était là, il a reçu le document, ce sera sur la table de monsieur le ministre de la Santé. Peut-être que les avocats vont aller vers le tribunal administratif, mais j'ai tellement confiance en ce pays que je ne pense pas qu'on sera obligé d'aller jusque-là. Avant cette action, les malades pris en charge dans cette polyclinique située dans le 1er arrondissement de Douala ont été transférés dans d'autres centres hospitaliers de la ville. Merci Inès Pangan. Lutte contre la maladie à coronavirus encore. Le préfet du département du Fondi somme les populations, conducteurs et responsables des lieux publics de poursuivre dans le respect des mesures barrières. Des sanctions seraient d'ailleurs prévues pour ceux et celles qui refuseront de se plier à la réglementation. Olivier Bouzique. La décision du préfet du Fondi part du constat général fait au lendemain des 19 mesures publiées par le gouvernement le 30 avril dernier, dont l'ouverture des lieux publics au-delà de 18 heures. Dans les rues de la capitale, les mesures du Premier ministre ont donné l'impression que la guerre contre le coronavirus est déjà terminée. Les usagers ont abandonné les masques et les mesures de distanciation sociale ne sont plus respectées. La note du préfet s'adresse d'une part aux transporteurs urbains, dont les véhicules seront systématiquement conduits à la fourrière municipale en cas de réfraction. Ça rentre aussi dans la droite ligne de ce que nous on disait souvent aux chauffeurs de taxi, des cars, ne plus transporter les passagers qui n'ont pas de masque. Parce que si quand vous les transportez, vous êtes en danger. Alors nous soutenons cette mesure du préfet. D'autre part, Jean-Claude Tila attire l'attention des responsables des lieux de culte et des débits de boissons quant à l'urgence de respecter les mesures barrières contre le coronavirus. Pour moi,
ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que jusqu'à présent, il y a certains même qui ne croient pas que cette pandémie, n'est-ce pas, existe, que cette pandémie est, n'est-ce pas, déjà dans nos murs. Des contrôles visant le respect de ces mesures débuteront le jeudi 14 mai sur l'ensemble du département du Mfundi sous la houlette des sous-préfets et responsables locaux des forces de maintien de l'ordre. Sauf que les tenanciers des débits de boissons se sentent quelque peu dos au mur. On a tout simplement préfère le sursoir pour quelques jours encore, parce que vous allez voir dans les jours qui suivent une très grande campagne, n'est-ce pas, d'affichage devant les bars, des mesures obligatoires pour ceux qui veulent bien, n'est-ce pas, déguster dans ces bars. En ce qui concerne les habitants réfractaires au port systématique du masque dans les lieux publics, le préfet a ordonné qu'ils soient interpellés et remis en liberté après avoir arboré le masque de protection. Nul n'entre ici s'il ne porte masque de protection. Dès lundi prochain, cette phrase sera effective à l'entrée du marché Sandaga. Déclaration du préfet du Vouri ce jour au cours de sa descente dans ce marché. Dans le même temps, la mairie de Douala Premier a décidé d'apporter son appui au secteur informel durement touché par l'épidémie actuelle. On fait le point avec Makedali Djinotium. Le secteur informel est durement affecté par l'épidémie du coronavirus. C'est pour permettre à celui-ci de ne pas complètement sombrer que la mairie de Douala Premier a procédé ce jeudi 14 mai à une remise de dons aux jeunes du secteur informel de son arrondissement. Vous savez que dans la lutte contre la pandémie qui sévit dans notre pays et dans le monde entier, le secteur économique le plus frappé est celui de l'informel. Et forcément en adéquation avec les moyens de la mairie, nous avons pensé leur donner un coup de pouce, n'est-ce pas, pour que ces activités génératrices de revenus puissent remonter avec l'information du gouvernement selon laquelle il pourrait y avoir une petite reprise des activités économiques. Comme appui au secteur informel, la mairie a offert 50 tables et parasols ainsi qu'une dizaine de motos aux acteurs du dit secteur dans un but bien défini. L'activité de ce jour reflète une dualité que nous voulons faire transparaître, à savoir d'un côté donner des moyens à l'informel de continuer à prospérer d'une part et d'autre part continuer à opérer en utilisant les méthodes barrières contre le Covid. Autre lieu, autre activité. Le préfet du département du Vouri a effectué ce jeudi une descente ici au marché Sandaga de Douala. Objectif, sensibiliser les commerçants sur l'importance de toujours porter son masque en cette période de crise sanitaire. Le message que je voulais vous transmettre, c'est qu'il faut désormais porter son masque. Quand le Covid est arrivé ici, en mars, les gens avaient déjà pris l'habitude de porter le masque. Mais depuis un certain temps, il y a eu un relâchement. Je suis revenu donc vous dire de porter désormais le masque. Le masque est devenu obligatoire. Et d'ailleurs, à partir de lundi, celui qui n'aura pas son masque va être interpellé et il va payer une amende de 2000 francs. Ici au marché, où est le président? Veillez à ce que les gens n'entrent ici qu'avec le masque. Celui qui n'a pas de masque, vous appelez la police, il paye 2000. Et dès lundi prochain, commerçants comme consommateurs, personne n'entrera plus dans ce marché sans son masque, prévient le préfet. Sortez du marché ceux qui ne portent pas le masque. La mairie de Douala II vient en aide à la communauté musulmane qui vit actuellement ces derniers jours de jeûne du Ramadan. Dans ces moments de crise sanitaire, cette communauté a reçu du matériel destiné à lutter contre le Covid-19. Plus de détails, c'est avec Makedali Djinotium. Pour la première fois, l'assistance annuelle de la mairie de Douala II à la communauté musulmane s'articule autour de la riposte contre la maladie à coronavirus.
À quelques jours de la fin de ce mois de jeûne du Ramadan, cette communauté a reçu ce 14 mai un important don de la part de cette mairie. 3600 morceaux de savon, nous avons 3000 kilos de riz, nous avons 900 bouteilles d'huile, nous avons 45 seaux pour se laver les mains et 45 autres seaux pour recueillir de l'eau pour se laver les mains. Et nous avons ici en tout près de 600 masques pour vous et nous pensons que cela nous permettra de tenir au moins pendant un mois pour lutter contre la pandémie. La cérémonie de remise de dons qui s'est déroulée ici à Nubel a permis à la mairie d'entretenir les musulmans sur les ravages de la Covid-19. Comme vous le savez, Douala II a toujours été aux côtés de la communauté musulmane en cette période de carême. Mais cette fois-ci, nous avons un élément qui s'est ajouté, la pandémie que nous vivons actuellement. Et nous avons bien voulu, à l'occasion de cette remise de dons, nous entretenir avec la communauté musulmane sur la riposte de cette pandémie et surtout leur apporter notre soutien en matière de logistique, à savoir les savons et les masques pour mieux se protéger et mieux combattre cet ennemi commun. Pour les bénéficiaires, le don reçu sera partagé avec les autres membres de la communauté. Comme vient de dire Mme Fambou, qu'il faut donner quand même un savon aux nécessités qui sont dans le quartier. Ça, c'est même notre rôle. Quand nous prenons, il y a aussi nos adjoints, qu'on donne aussi le pas dans le quartier. Il y a aussi nos voisins qu'on le donne aussi. Outre les équipements sanitaires destinés à lutter contre la Covid-19, la mairie de Douala II n'a pas délogé à son habitude de toujours fournir les aliments de première nécessité à la communauté musulmane en cette période de jeûne. Et à la suite de ce reportage de Makeda Ali Djinotium, je vous propose cette interview de Cheikh Moubarak. Effectivement, son état d'âme et son état d'esprit. C'est donc la raison pour laquelle non seulement le corps a assisté au carême, les membres ont assisté au carême, la vue et les sens ont assisté au carême, l'esprit doit maintenant participer au carême par le fait qu'on ne lui donne pas, on ne donne pas au cœur et au corps le repos du sommeil, mais on peut, à un certain moment, quand c'était convenable, parce qu'il n'est plus possible avec Covid, d'aller peut-être, n'est-ce pas, en retraite spirituelle dans une mosquée et d'y dormir et à passer toutes les nuits de ces 10 derniers jours ou quelques nuits comme on peut de ces 10 derniers jours à ne que faire de la prière de jour comme de nuit. C'est ça l'échelonnage, s'il faut parler, dire ces pyramides qu'il faut pouvoir escalader durant le Ramadan, à savoir à chaque jour de Ramadan qu'on observe le jeûne, il faut gravir l'échelon d'une spiritualité de manière que lorsqu'on atteint les 10 derniers jours, on doit être au regret d'abandonner le Ramadan ou bien de voir le Ramadan partir et intensifier au maximum possible pour bénéficier dans ces 10 derniers jours, dans les jours impairs de ces 10 derniers jours, de ce qu'on a appelé la nuit du destin, au moins chercher à gagner la nuit du destin dans l'une de ces nuits. Chercher à gagner la nuit du destin, ça veut dire que donner autant de force dans la spiritualité pour que en cette nuit, il vous soit destiné d'avoir un gain par Dieu qui aurait eu un regard sur vous pour vous prouver l'acceptation de vos efforts et de vous réserver, n'est-ce pas, une part belle d'ici-bas et à l'au-delà pour le paradis. Nous ouvrons ce soir une série sur la fête de l'unité nationale. La non-célébration de celle-ci le 20 mai 2020 n'est pas un fait inédit au Cameroun. Les personnes qui ont vécu le coup d'État manqué de 1984 se rappellent que cette année-là, il n'y avait pas également eu de festivités. Nos équipes ont rencontré le journaliste Anani Rabibenzi qui nous raconte ce qu'il a vécu le 20 mai 1984. L'une des conséquences directes du coup d'État manqué du 6 avril 1984, c'était la non-célébration de la fête de l'unité nationale cette année-là.
Une situation inédite et compréhensible pour la plupart des Camerounais, dont Anani Rabien Binzi, qui avait déjà péniblement vécu les événements d'avril 1984. Il y a donc une tentative de putsch. S'ensuit maintenant la sécurisation du territoire. Les putschistes ont fui de partout, le colonel Sali a fui en passant par Moulundu et d'autres, et tout, c'est là-bas qu'on les a tués et d'autres. Maintenant, avant toute la sécurisation de tout le territoire, la fête nationale ne pouvait plus avoir lieu parce qu'on a même fini à enterrer même les morts. Le tribunal militaire siégeait en Balmayo. Après ce push-là, l'armée, le tribunal. Donc, c'est pour ça que le président de la République avait pris le texte qui n'est pas de festivité. Pour deux raisons. D'abord, on sécurisait et deuxièmement, on était en train d'enterrer des Camerounais. Des festivités pour marquer le 20 mai 1984 auraient été du point de vue du journaliste très déplacées alors que la page du coup d'État manqué n'avait pas encore été tournée. Les mutins qui avaient fui partout dans le pays, on les recherchait. Le tribunal militaire a siégé, je crois, jusqu'au mois de mai. Je ne sais pas exactement la date. Les dernières personnes qu'on a exécutées au tribunal militaire en Balmayo, on était déjà en mai. Une situation similaire à celle de cette année, pas de célébration alors que le pays et pas dans le monde entier fait face à la Covid-19. Maintenant, pour la fête d'aujourd'hui, j'espère que vous voyez vous-même, tous les pays du monde ont renvoyé leur fête nationale. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, tout ont renvoyé leur fête nationale. Le Mali, parce qu'on peut faire la fête pendant qu'il y a le coronavirus, que les gens ne puissent pas être en contact et faire la fête. Comment on va faire? Priorité est donc donnée à la santé, mais il faut savoir que la non-célébration n'enlève rien au symbole de la fête de l'unité nationale. Et puis à l'international, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés avertit que la violence en cours dans l'est de la République démocratique du Congo pourrait avoir des conséquences terribles pour le pays dans sa lutte contre le Covid-19. Dans cette partie du pays où le conflit a causé le déplacement de millions de personnes, la violence et l'insécurité pourraient rendre plus difficile l'accès des déplacés aux services de santé publique. On fait le point avec VOA. Dans ce camp de déplacés de Beni, dans l'est de la RDC, ces personnes se font consulter par des travailleurs humanitaires. Ces derniers sont en mission de sensibilisation contre la nouvelle menace qui guette la région, le nouveau coronavirus. Parmi les mesures de prévention prises par le HCR, un contrôle de température au point d'entrée des camps et des centres de transit. Aussi, dans le but de réduire les contacts physiques, le HCR utilise des téléphones portables pour transférer des fonds aux personnes déplacées. Plus de 5 900 ménages ont déjà reçu des téléphones portables et des cartes SIM. Cela m'aidera beaucoup. J'achèterai une couverture. J'ai un petit garçon du nom de Kapula. Il ne parle pas. Tous nos biens ont été volés dans la maison. J'avais aussi utilisé cet argent pour lui acheter des vêtements parce que nous n'avons rien. Pour le HCR, la lutte contre le Covid-19 est juste un nouveau combat qui vient s'ajouter à une liste déjà longue dans cette partie troublée de la République démocratique du Congo. Ce qui nous inquiète, c'est de veiller à ce que, bien que nous soyons à juste titre tellement concentrés sur les Covid et la lutte contre cela, que nous n'oublions pas les autres types de crises qui sont très graves. La RDC, qui espérait se défaire de l'épidémie d'Ebola, a récemment enregistré un nouveau cas. Les autorités sanitaires doivent donc faire face à 2 maladies contagieuses et mortelles en même temps, alors qu'il n'y a pas de répit dans les attaques des groupes armés dans cette partie du pays. Plus de 5 millions de personnes ont été forcées de fuir leur domicile. Pour le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.